Alors, bon, bah écoutez, bonjour à toutes et tous. Donc on va faire une balade aujourd'hui sur le site ardoisier. Il y en a qui connaissent sûrement le site, mais peut-être pas l'histoire. Alors juste en deux mots, je me présente, en fait Patrick Billien. Je suis né à Trélazé en 1948, pas très jeune, dans la rue ici, la rue Édouard Vaillant. Mes parents ont habité ici, et après ensuite rue Élisée-Reclus. Mais je suis issu d'une famille d'ardoisiers. En fait, mon grand-père était mineur, mon oncle fendeur, mon papa était couvreur aux ardoisières, etc., etc. Et moi, j'ai travaillé dans le groupe La Rivière. Voilà. Donc, on vendait de l'ardoise. On ne la fabriquait pas, on la vendait, toute faite. OK ? Donc, on va faire un parcours qui va faire à peu près 4 km, mais tranquille. Et on s'arrête 8 fois à peu près pour expliquer le déroulement de toute l'histoire de l'ardoise de Trélazé depuis la formation du schiste jusqu'à la fin 2014, là où les activités ardoisières se sont terminées. Voilà, on va transporter le schiste. Et c'est du schiste. C'est la pierre qui va permettre de faire de l'ardoise, l'ardoise étant le produit fini qui va sur le toit. D'accord ? C'est très lourd parce que la densité du schiste est de 2,8. Ça veut dire qu'un mètre cube de schiste pèse 2 tonnes 800. C'est énorme. Voilà. Alors c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas manipuler ces blocs de schiste facilement, il faut des engins. Alors ici, on ne marche que sur des déchets, pour ceux qui ne savent pas. De Saint-Léonard, Porte d'Angers, jusqu'à Trélazé, on avait une exploitation qui faisait 350 hectares. Alors ça s'est réduit parce qu'il y a eu des constructions au fil des siècles. Et on a commencé à exploiter du schiste ici en 1406. Première exploitation à Tire-Poche. Tire-Poche, c'est une carrière qui se trouvait là où était l'usine ardoisière autrefois. Et en fait, depuis 6 siècles, on a fait donc des ardoises, on a extrait du schiste des carrières, on a taillé de l'ardoise et en fait, on a remonté les blocs du fond. Et si vous voulez, sur cette étendue de 350 hectares, on a donc fabriqué des ardoises, ce qui fait qu'on a un amas de déchets qui constitue ce paysage. Alors, juste pour vous donner une petite explication, quand un fendeur d'ardoise faisait des ardoises, il avait un bloc de schiste, il avait 70 à 80% de déchets à la main. Ensuite, quand dans les années 60, l'usine s'est mise en route, on avait 90 à 95% de déchets. C'est énorme. Et si vous voulez, pour vous donner une petite idée, quand on abattait de la pierre au fond de la mine, sur la pierre abattue, on avait 65% qui restait au fond parce que c'était du déchet. Et il y en avait 35% qui remontaient. 35% qu'on emmenait à l'usine. Et sur les 35, il y avait encore 95% de déchets. Vous imaginez le rendement, 100 tonnes de pierre abattue, 4 tonnes d'ardoise fabriquées. C'est pour ça qu'effectivement, on a ce paysage-là. Alors si vous voulez, je remonte juste, je vais faire un raccourci géologique. Comment ça s'est formé en fait le schiste? Eh bien autrefois on avait des vases argileuses qui étaient au fond des océans, là où on était sur notre planète, là où nous sommes. Et au fond de ces océans se sont déposés des vases si vous voulez, qu'on trouve dans les ports, vous savez, ces vases noirs un peu là. Et au fil du temps, lorsqu'il y a eu des mouvements, si vous voulez, terrestres, sous l'effet de pression et de température, ces vases se sont transformés en schiste. Il y a eu des plissements, etc. Et si vous voulez, c'est devenu de la pierre comme ça. Pression très forte, température plus de 1000 degrés. Donc vous voyez, on a transformé ces vases en schiste. Et sur Trélazé, si vous voulez, ça a fait ça, un peu, vous voyez. Donc il y a eu des veines d'ardoise qui se sont posées. Et la partie supérieure a été érodée. Puis l'érosion, au travers des millénaires, s'est érodé. Ce qui fait que sur Trélazé, on avait 2 veines parallèles qui descendaient entre 800 et 500 mètres. Ça dépend des endroits. Et c'est pour ça que, si vous voulez, on a pu exploiter le schiste, si vous voulez, quasiment presque à la verticale. Alors, pour vous donner une idée sur le Maine-et-Loire, parce qu'on retrouve du schiste ardoisier un peu partout. Est-ce que vous allez apercevoir ça va là? Ça c'est le Maine-et-Loire. Vous voyez les traits verts là? Ici ça commence à Jugné-sur-Loire. Vous voyez? Jugné-sur-Loire, Trélazé, Angers, Noyant, enfin la Pouèze, Noyant, Renazé, etc. Et ça va plus loin. Vous voyez la bande de schiste, c'est celle-ci. Donc on a exploité depuis
sur juillet 1348 environ. Trélazé 1400. Alors on va voir plus loin, si vous voulez, cette exploitation. Alors si on aperçoit ici en vert là sur la carte, alors bon, ça se prolonge de l'autre côté. On a ici la carrière de Junier-sur-Loire, 1348, première exploitation. Et l'ardoise de Junier a servi à reconstruire Londres en 1666. La ville de Londres qui avait été détruite par un incendie. Les ardoises de Junier ont été acheminées par bateau jusque là-bas. Ensuite, on a Trélazé 1406. Donc vous voyez une grande exploitation, assez longue. On a eu Belle-Poule, pour ceux qui connaissent, il y a eu des petites perrières à l'autre côté. Donc ça n'a pas duré très longtemps. Ensuite, on a eu Angers. Angers du côté de la prison. Vous voyez, l'étang Saint-Nicolas. On a eu la route de Paris, l'ancienne route de Paris. C'était des carrières de schiste, ici autrefois. Et puis, on a eu Avrier, 1312 Avrier aussi. Donc Avrier, ça fonctionnait jusqu'en 1914. Donc, et on a encore des traces à Avrier des carrières à ciel ouvert, notamment ce qu'on appelle le lac bleu, parce qu'il y a eu des munitions qui ont été déposées dans cette carrière, et chaque année, ils en retirent. Ça, c'était pendant la Seconde Guerre ou la Première Guerre mondiale. Voilà, alors, si vous voulez, je vais passer à une autre. Voilà, sur Trélazé, on voit ici, sur ce document-là, on voit toutes les carrières qui ont été creusées entre 1406 et 1898. Donc on a plus d'une cinquantaine de carrières qui ont été creusées. Ici c'est Angers, ici c'est Trélazé. On voit bien les petits points bleus. Plus de 50. Et on voit bien les deux, la veine nord et la veine sud, ce que je vais expliquer tout à l'heure. Vous voyez deux veines parallèles qui se sont positionnées ici, qu'on a pu exploiter. Alors pourquoi, d'habitude j'ai toujours un sac de carambars, je ne l'ai pas aujourd'hui. Pourquoi Trélazé c'est tout en long? Pourquoi ça commence au Justice et ça finit au bourg là-bas? C'est long. Un carambar. Les villages se sont constitués tout au long de cette exploitation ardoisière au fil des temps. Ce qui fait qu'effectivement c'est tout en longueur. Voilà, vous avez l'explication. Bravo monsieur. On continuera, il y en a d'autres à gagner, hein. Mais je ne les ai pas sur moi, c'est ça le problème. Voilà. Ok? Vous avez des questions? On continuera, si vous avez des questions en route, il n'y a pas de souci. Allez, les couleurs bleues. Alors ici on est devant la carrière de la Brémandière et à côté la carrière de l'Aubinière. Chaque carrière avait un nom. La Brémandière, si vous voulez, elle fait 32 mètres de profondeur et l'autre à côté 54 mètres. C'est les plongeurs qui nous ont donné les profondeurs, sachant qu'ici il n'y a plus de plongeurs ici, ils sont tous de l'autre côté. On verra tout à l'heure, on passe devant. Une carrière, comment on faisait une carrière? À l'époque, quand on a commencé en 1400, ils n'avaient pas de bulldozer, hein. C'était la pelle et la pioche. Il fallait déjà enlever la terre et le mauvais schiste avant d'atteindre la bonne veine de schiste. Donc ils mettaient 3 à 4 ans, 5 ans des fois, avant pour déterrer, pour enlever la terre. Donc ils travaillaient déjà pour rien. Pelle et pioche. Bon, ils la foutaient à côté, hein. Ouais, ils n'allaient pas loin, hein, parce que déjà, il n'y avait pas de moyens, hein. Et quand ils avaient atteint, alors si vous voulez, ça appartenait aux abbayes souvent. Donc si vous voulez, ils étaient riches, ils pouvaient payer les gens, enfin ils les payaient pas trop cher quand même, mais bon, ils avaient les moyens d'utiliser des gens pour exploiter. Et en fait, quand ils avaient atteint la bonne veine de schiste, ils faisaient une tranchée au milieu de la carrière, d'environ 2 mètres de profondeur. Et cette tranchée, il l'élargissait pour atteindre l'extrémité de la carrière, des deux côtés. Les blocs de schiste, ils avaient des échelles au bout, et ils remontaient les blocs de schiste à dos d'homme, avec des hauteurs de 50-60 kg sur le dos, pour que les bons hommes emmènent la pierre au fendeur qui était sur la butte. Parce que bon, la fente d'ardoise s'est faite de la même manière depuis 1400 jusqu'en 1960. C'était toujours le même métier, toujours le même geste, etc. Et si vous voulez, quand ils avaient atteint les deux extrémités de la carrière, ils recommençaient au milieu. Ils élargissaient, ils laissaient une marche, une grande marche, et ainsi de suite, ils recommençaient, etc. Ce qui fait que la carrière pouvait avoir l'allure d'une pyramide renversée. Et si vous voulez, bon, la difficulté, effectivement, quand on était rendu en bas, c'était de plus en plus compliqué pour remonter les blocs de schiste et les emmener sur la carrière.
Alors, je vais vous montrer une gravure qui date de la Renaissance, où on voit l'exploitation ardoisière dans une carrière à ciel ouvert. Vous voyez comment ça se présente? Vous voyez? En fait, on voit bien comment? Voilà, les gradins, ici. Et on voit bien le schiste. Le schiste, c'est un livre. Quand il s'est formé, c'est un vrai livre vertical. Et on voit bien qu'en fait, ici, il détache les blocs dans le sens de la fissilité. Vous voyez? Et après, il trie. Il remonte, il faut qu'il remonte les déchets, parce que tous les blocs n'étaient pas bons. Alors, vous voyez, on a un petit bac ici, qui permettait de remonter les déchets de la carrière. Et puis ben, qu'est-ce qui remontait aussi? Pourquoi il y a de l'eau aujourd'hui, là? Un 40 bar encore, mais non, il va me rester dans le sac. Pourquoi il y a de l'eau? Parce qu'il y a quelqu'un qui a ouvert un robinet. Il pleuvait aussi. C'est la pluie, principalement, c'est les eaux de ruissellement. Un peu, il y a un peu d'eau de source, il y a un peu, mais beaucoup plus souvent la pluie. Et puis pourquoi l'eau est liée encore? Enfin, pas depuis le Moyen-Âge. Voilà, simplement parce que c'est étanche. Vous avez un 40 bar, mais vous prendrez dans votre sac. Hein. Bon, ceci dit, il a fallu donc enlever. Et vous voyez, ici, ils avaient un petit baquet et ils remontaient l'eau au fur et à mesure. Alors, il fallait vider la carrière, parce que si vous voulez, quand il pleut, au fond, eh ben, les bonshommes avaient les pliés dans l'eau tout le temps. Donc il fallait toujours vider. Ce qui fait qu'au départ, ils faisaient comme ça. Vous voyez le boulot. Vider ça avec un seau, je vous dis pas, hein. Vous y passez des temps. Mais là, c'était petit, hein, c'était plus petit que ça. Mais vous voyez, il remontait. Et après, ça s'est modernisé, on a utilisé le cheval. Alors le cheval, voilà, une gravure aussi, qui tournait sur un moulin qu'on appelait un moulin d'Exor. Vous voyez? Voilà, alors vous voyez, ici on a un axe. Le cheval, il tourne autour de l'axe, c'est là, avec des cordes, il remonte des baquets d'eau, de 500 litres à peu près. Et puis, quand ils arrivent en haut, le bac est déversé dans une gouttière qui est évacuée en dehors de la carrière. Alors le cheval, bon, j'ai lu dans les bouquins, quand il entendait le bac se vider, il tournait dans l'autre sens. Ça fait 500 kilos hein, qu'il fallait qu'il remonte hein, quand même. C'est dur, il travaillait 4 heures hein, les chevaux, hein, pas de plus. Mais il y avait beaucoup de chevaux utilisés sur la carrière. C'est plus enviable que les mines de charbon, parce que les mines de charbon, ils mettaient les chevaux au fond. Oui. Et les chevaux devenaient aveugles. Oui. Il y en a aussi à Segré apparemment. Alors on descendait les chevaux aussi dans la mine aussi, ici. Ouais. Mais la différence, c'est que les chevaux qui descendaient dans la mine ici, là, dans les mines de charbon, ils descendaient, ils restaient leur vie. Ils ne remontaient jamais. Et là, ici, les chevaux, c'était un peu plus moderne, ils descendaient, et là, ils descendaient dans la cage. C'est la douceur angine, c'est ça? Oui. Et ils remontaient quand même, ils remontaient. Les chevaux, ils remontaient. Le dimanche ou le samedi, je ne sais plus, à l'époque, ils travaillaient souvent. Ils remontaient le dimanche. Ils avaient leur week-end dans les prés. Oui, oui. Mais alors, pour les redescendre le lundi, c'était le bazar. Hein. Ah bah oui. Vous comprenez? Mais ils étaient mieux, les chevaux. Voilà. Voilà pour les carrières à ciel ouvert. Est-ce que vous avez des questions? Alors, si, je vais vous montrer quand même. Là, c'est une photo d'une carrière à ciel ouvert qui s'appelle l'Ermitage. Vous voyez? C'est impressionnant parce que là, ça c'était plus tard. Hein. Et vous voyez les bancs, on appelle ça des bancs, là, ils font un peu plus de 3 mètres. Au départ, c'était 2 mètres, mais ils font un peu plus de 3 mètres. Et si vous voulez, bon, c'est dangereux. Enfin, il y a eu des accidents parce que vous voyez, le schiste, il se détache. Donc il est arrivé à avoir des accidents parce que les blocs de schiste se détachent sur les parois du banc. Donc il y a eu beaucoup d'accidents aussi. Puis on voit ici dans la partie verticale, ce qu'on appelle le chef de carrière ici, une structure en bois qui permettait d'installer des engins pour remonter après par la suite les blocs de pierre. Alors on a utilisé le cheval, mais après quand la machine à vapeur est arrivée, en 1840 à peu près, ou 1830, je ne sais plus, eh bien on a utilisé les machines à vapeur pour remonter après l'eau et la pompe aussi pour remonter l'eau. Voilà. On continue? Alors, presque l'ensemble du patrimoine d'ardoisier. On voit les Saint-Léonard, là, porte d'Angers au bout. Puis on voit Trélazé. Si vous regardez bien, on voit l'église du bourg, d'ici. Vous voyez l'église? Alors. Est-ce que ça vaut le coup?
Ah, il y avait un gros champignon. Alors en fait, si vous voulez, ici on aperçoit principalement les chevalements. Les chevalements, vous savez ce que c'est qu'un chevalement? Oui, c'est ça. C'est ça. On en aperçoit deux ici. Et pourquoi un chevalement? Pourquoi un chevalement? Parce qu'un cheval, Vas-y. un cheval a 4 pieds. Et les machins, ils ont 4 pieds. Ah, Moi, je pensais que c'était Non. lorsqu'on remontait les matériaux et qu'il faut monter à cheval. Oui. Je faisais l'association de Non. Oui, non, non, c'est ce que dit Manu. En fait, il y a 4 pieds comme un cheval. Chevalement, voilà. Puis il y a les chevaux quand même. Ah non, ça n'a pas de lien avec le cheval. Non, non. Ça servait. Alors, le chevalement, il servait à descendre les mineurs au fond et remonter la pierre aussi. Et les déchets, enfin, et les engins. Alors, il y a combien de chevalements sur Trélazé? Qui est de Trélazé? Qui est de Trélazé? Là. Moi, je suis pas née à Trélazé. Ah, Je m'estime pas Trélazé. bon. Bon, vous êtes. Alors, combien de chevalements? À Trélazé, monsieur? Non, vous êtes exclu, vous, madame. C'est la triche. Hein? Alors, Non. non. À Trélazé, Une dizaine. c'est la question importante. À Trélazé uniquement. Trélazé, oui. Uniquement. 7, Attention. compte pas Saint-Barthélemy. Non. Vas-y, Bruno. Hein? Trélazé, allez. 7, allez, 7. Bon, un carambar, mais ils connaissent, ça sera un demi chacun. Et en fait, il y en a 7. Et on en voit 2. Alors attention, 7 sur Trélazé. Et là, vous en avez un derrière, il est sur Saint-Barthélemy. Alors celui-ci, effectivement, il s'appelle le 26. Et celui-ci, le 25. 26 les Fresnay, 25 les Fresnay. L'usine des Fresnay était là. Les autres, à l'autre bout, c'est les Grands Carreaux. Donc l'usine, il y avait 2 usines, une usine ici, une usine au Grand Carreau, et 3 usines en fait. Et une usine à Grand Maison. Donc si vous voulez, là, ici, juste pour la petite histoire, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le savent, le chevalement 26 là, des Fresnay et le 25 qui est là, ils ont la même structure, ils sont carrés, ils sont reliés tous les deux par une galerie en dessous, qui fait à peu près 1 km de longueur. Pourquoi ils sont reliés par une galerie? Pour l'air. Non. Bah, dès l'instant où on a un système pour relever les matériaux et le personnel, Ouais. ça semble assez logique S'il y avait un éboulement. d'utiliser au maximum les points de remontée. C'est comme l'ascenseur dans un immeuble. C'est pas pour ça. Pour un éboulement, il y avait toujours une. C'est pas pour ça. Ah. Pardon? Sur la même veine, quoi, ils sont sur le même. Non, c'est pas pour ça non plus. Alors, je vous la donne, mais bon, le carambar, il sera pour moi. Et en fait, le diamètre du puits, ici, est trop petit. Il devait faire 2,50 m, 3 mètres. Et celui-ci est plus grand. Donc, les gros blocs de pierre qui remontaient, ils étaient obligés de les couper en bas. Donc, ils avaient perte. Ils étaient obligés de retailler le schiste. Ils avaient une perte énorme. Ce qui fait qu'ils ont décidé de faire une galerie pour remonter les blocs ici. Les gros. Ils continuaient à faire les petits. Voilà. Donc il y a 7 chevalements. Les 2, là, le Champ-Robert, c'est le premier, là où a travaillé mon grand-père dans le passé. Là, ici, on en aperçoit un, on en aperçoit 2. Ici, le 8 bis Hermitage, qui est juste en face, 8 bis Hermitage, il est en face l'Arena. On l'appelle le EFL aussi, parce qu'il a une structure un peu qui ressemble. On a le 6 bis de l'autre côté qu'on ne voit pas. Si, le 6 bis, on l'aperçoit là. On a alors le 7 Montibert, on ne peut pas le voir, il est derrière. Et on a le 3 Montibert, qu'on ne voit pas non plus. Et on a le Grand Maison. Voilà, on les a tous là. Alors, Grand Maison, c'est dans le bourg. Juste pour vous dire, et j'en profite, pourquoi on est passé au chevalant, et j'espère que la pluie va pouvoir nous tenir. Comme les carrières à ciel ouvert, c'était compliqué parce qu'il faut enlever la terre et le mauvais schiste, il y a un ingénieur qui a dit on ne va plus faire comme ça, on ne va plus faire des carrières, on va faire des puits. Et ce qu'on appelle les fameux puits-bouteilles. C'est-à-dire, au lieu de creuser comme une carrière, on va faire un puits qui descend à 70-80 mètres et on va faire une extraction souterraine en dessous. Ces puits-bouteilles, on les aperçoit ici, vous voyez, là. Vous voyez comment c'était fait? Une bouteille, parce que ça ressemble à une bouteille.
Le problème, c'est que ces puits-là, il y en a eu 10 ici et une dizaine là-bas, une douzaine là-bas, du côté des Grands Carreaux. Le problème, c'est l'éclairage. En 1830, c'est les premiers, il fallait s'éclairer. Hein, l'électricité n'était pas là. En 1870, l'électricité. Donc déjà compliqué. Les gens, ils avaient des petits casques à huile pour s'éclairer. Au fond, vous voyez, puits de lumière, casque à huile, c'était pas joyeux. Hein. Et le problème, c'est que les voûtes, là, ici, étaient dangereuses, ce qui fait qu'il y a eu des accidents. Ça s'est effondré, beaucoup. Donc, il y a eu, si vous voulez, ça a été arrêté, cette exploitation, hein, début du siècle, pour passer à l'exploitation en chevalement, en puits en profondeur. On va s'arrêter là, parce qu'on va descendre, ça sera mieux. Je continuerai en bas. Excusez-moi. Hein? Il pleuvra pareil en bas? Non, non, mais je vais mettre mon... Parce que vous avez vu, on est passé devant la maison du gardien. C'était la maison du gardien de la Poudrière à l'époque. Il devait avoir un fusil, hein, parce que... Enfin, j'en sais rien, hein, mais ici, si c'était agressé... Alors, simplement, je reviens sur mes puits-bouteilles. En fait, dans les puits-bouteilles, voilà. Je vais vous montrer un document technique, dans le bon sens. Vous pouvez vous approcher un petit peu si vous voulez. Je montre ça en haut. Ici, vous voyez, là, les grands carreaux. Il y avait une douzaine de puits-bouteilles qui ont été creusés. Et les puits-bouteilles, c'est un document technique, un vrai document technique. Et on voit les puits-bouteilles qui ont été creusés côte à côte. Vous voyez, ici en bleu, là, les poires. Vous voyez? Vous voyez? Et si vous voulez, ces puits-bouteilles-là ont été comblés aujourd'hui. On voit bien le goulot, la bouteille, et puis après, comment ça a été exploité. Et si pour vous situer, ces puits-bouteilles-là, ils sont tout autour du puits du 8 bis Hermitage. Le 8 bis, c'est celui qui est en face de l'Arena. Et si vous voulez, le 8 bis Hermitage, on aperçoit le puits, là, qui a été creusé à 300 et quelques mètres. Vous voyez, on voit le trait bleu, là. Alors si vous voulez, ce puits il descend au milieu des puits-bouteilles. Alors bon, c'est pas grave parce que l'exploitation des puits-bouteilles a duré jusqu'au début du siècle, hein, environ 1900. On a arrêté parce que l'administration a arrêté cette exploitation, c'était trop dangereux. Puisque si vous allez sur mise en grain, attention, si vous allez sur mise en grain, vous avez 19 mineurs qui sont restés enfouis justement dans un puits-bouteille. Et il y a, si vous voulez, un monument hein, pour rappeler la mémoire de ces gens qui ont travaillé au fond. Et si vous voulez, donc ça a été arrêté. Donc quand ça a été arrêté, ils ont comblé et ils ont fait des puits en grande profondeur. Tous ceux qu'on voit, les chevalements qu'on voit, c'est des puits qui descendent profondément. Jusqu'à Champ-Robert, Montibert, le 7 Montibert, lui descend à 525 mètres. Celui qui est juste à côté du bourg, là. 525 mètres. Et si vous voulez, donc l'exploitation avait changé. On faisait un puits, et à partir du puits, on descendait, on faisait des galeries. Vous voyez, tous les petits traits rouges, c'est les galeries. Et tous les trucs jaunes, ce sont des chambres d'extraction. Donc on faisait une galerie, on faisait tomber la pierre, et on refaisait une galerie au-dessus. C'est la méthode en remontant, qu'on appelle. Donc si vous voulez, en dessous, là, sous Trélazé, il y a combien 350 km de galeries. De petits traits rouges comme ça, il y en a 350 km. Ça, c'est des chiffres donnés par les Ardoisières au musée à l'époque. Hein, on avait un film, il nous expliquait ça. Ils n'en ont pas laissé une accessible. Une galerie accessible. Ah non, puis c'est rempli d'eau. Aujourd'hui, c'est plein d'eau. Il n'y a plus rien là, hein, en dessous. Donc la méthode permettait de monter tout en laissant les déchets en bas. Alors, je vais vous montrer un autre petit document qui va vous expliquer ça, justement. Alors, je vais vous montrer, je vais y venir tout de suite. Et les puits-bouteilles, ils sont tous comblés? Ils sont comblés. Alors ils sont comblés, ils sont comblés, mais je vais vous montrer une photo. À l'époque, puisque le musée avait quelques pierres, on pouvait, tu te rappelles Manu, on pouvait aller chercher quelques ardoises là-bas, parce qu'il y avait un petit stock de cartelettes qu'il y avait. Et à l'époque de, comment elle s'appelle, Arlette, tu n'étais pas venu avec nous? Si. Et j'avais pris une photo d'un... Oui, ça c'est l'entrée d'un puits-bouteille. Mais il s'est comblé. Hein. Si vous voulez, le problème, oui. Le problème, c'est que ça se tasse, si vous voulez. Ça se tasse, et puis de temps en temps, parce que ça fait comme un sablier, vous voyez, ça descend. Et vous voyez, bon, c'est pas profond, hein, ça fait quelques mètres, mais ça s'est tassé, quoi. Bon, il recomble au fur et à mesure. Alors, voilà, si vous voulez, un puits, comment on fait? Ça, c'est schématique. Vous voyez, un puits,
On creuse. Alors, comment on creuse un puits, à votre avis? Tout à l'heure, à la pioche, tu l'as dit? À la pioche? Non, ouais, au pic? À la dynamite. Bah, bien sûr, aux explosifs. Et creuser un puits de 500 mètres dans du schiste, vous avez vu quand vous tombez dans votre jardin sur un morceau de pierre, c'est vachement dur. 500 mètres, c'est extraordinaire. Alors en fait, ils creusaient avec des explosifs. En fait, c'était des artificiers, hein, ils savaient bien doser. Il fallait doser la dose de charge. Et puis, boum, ils faisaient exploser, ils remontaient les déchets, boum, 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 ils descendaient. Ils mettaient quand même, je ne sais plus, pour loin d'1 an ou 2 ans avant de faire un puits, hein, pour descendre jusqu'en bas. Ben oui, ça devait être vachement long, hein. À peu près, hein, c'est les chiffres qu'on m'avait donnés. Et si vous voulez, alors le puits, il n'est pas vertical, hein, il est comme ça quand même. Hein. Mais il dosait bien pour que ça fasse quelque chose d'à peu près rond. Moi, je suis descendu au puits 7 Montibert à l'époque, hein, puis je travaillais chez La Rivière, puis on a eu l'opportunité de descendre. Au début, c'est cimenté, bien, vous avez l'impression d'être dans un puits de jardin, et toutes les pierres autour, ça fait drôle. Voilà. Mais bon, voilà. Alors, les artificiers, alors, voilà, ici sur mon dessin, on voit bien la façon dont ils exploitaient. Au départ, ils faisaient une exploitation en descendant. Alors, ils en ont fait quand même un peu longtemps même. Si vous voulez, ils creusaient comme une carrière à ciel ouvert. Et puis, ils remontaient la pierre, mais il fallait remonter aussi les déchets. Après, ils ont fait une exploitation en descendant. En remontant, pardon. En remontant, on voit bien, ils partent de la base du puits, et puis, ils vont faire des galeries. Voilà, ils creusent la galerie, ils comblent, ils remontent, ils comblent, etc. Ce qui fait que les déchets restent en dessous. Bon, c'est schématique, hein, mais vous comprenez le principe, hein, en fait. Ça servait aussi de matelas. Oui, voilà. Oui, on voit bien les déchets ici, là. S'il tombait sur une certaine hauteur, il serait fracturé. Je suppose que l'armée en 14-18 a dû solliciter les compétences des artificiers. Hein. C'est possible, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Hein. Alors, si vous voulez, j'en reviens là, puisque je rebondis sur là où ils stockaient en fait tout ce qui était explosif. Hein. Il y en a 3 endroits. Il y en a un ici, il y en a un dans le bourg, il y en a 2 dans le bourg, je crois. Puis il y en a un qui est dissimulé derrière les broussailles là. Un jour, si on est courageux, il faut enlever les broussailles. Je suis sûr qu'on pourra retrouver les murs. Hein. Ça a été peut-être rebouché. Oui, c'est possible. Mais si vous voulez donc, alors quand ils faisaient une chambre d'extraction, alors je ne sais pas si vous avez visité la mine bleue, il y en a quelques-uns qui ont été. Bon, je vous explique un peu comment on fait. Hein. Si vous voulez, une chambre d'extraction, ça fait 30 ou 40 mètres de large, hein, je ne sais plus trop exactement, puis ça fait 15 ou 20 mètres de hauteur, hein, à peu près. Et en fait, si vous voulez, les artificiers, ils font des trous de 3 mètres de profondeur tout autour de la... Vous voyez, on est dans la chambre, là. Ils font un tout autour, ils chargent d'explosifs et bon, ils font sauter et ça vous fait une chambre nickel, hein, c'est tout droit les plafonds. Ils dosent bien, ils savent bien. Faire un Quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait. Oui, oui. Mais si vous voulez, alors, au départ, si vous allez à la mine bleue, ils vous expliquent que les gars, ils faisaient des trous avec des chignols. Ils mettaient je ne sais pas combien de temps pour faire le trou. Hein. Après, bon, ils avaient des engins qui perçaient ça rapidement. Et donc, si vous voulez, ça vous fait une chambre parfaitement droite. Hein. Et alors, par contre, bon, ils sont obligés alors, il y a le décalabrage qu'on appelle, c'est-à-dire, il y a un gars qui va surveiller la voûte, parce que bon, il y a eu beaucoup d'accidents, des blocs qui se détachent, et puis le gars, il est en dessous, vous voyez le poids que ça fait. Et, bon, souvent, il y a eu des gens qui sont écrasés par ces blocs-là. Donc, le décalabreur, il surveille le plafond, et regarde, il y a des gens avec des barres spécifiques, des barres métalliques, ils sondent et au bruit, ils entendent si le plafond est bien solide ou pas. Non, ils font tomber les blocs. Alors les gens ils s'enlèvent et puis ils font tomber. Par contre, ouais, voilà, ouais, exact. Ils fixaient des passerelles pour tenir. Après, si vous voulez, à la fin, ils avaient des jumbo, enfin des engins. Je dis des jumbo, mais des engins avec des bras. Puis ils faisaient tomber les blocs. Voilà. Et si vous voulez, ils avaient aussi une technique pour vérifier, si vous voulez, ils utilisent du suif. Du suif, c'est-à-dire c'est une pâte qu'ils mettaient quand le décalabreur, il voyait que le plafond, c'était un peu dangereux. Là, ils mettaient du suif, et puis ils vérifiaient, ils surveillaient, parce que c'est sensible au déplacement. Donc si ça se fissurait, pof, ils faisaient tomber les blocs avant que les gens se fassent écraser.
Et puis après, si vous allez aussi à la mine bleue, ils disaient qu'ils utilisent du plâtre. Parce que le plâtre, bon, ils voyaient les traces, et tiens, ça, quand ça sèche, toc, ça bouge. Voilà. Je vous ai presque tout dit. Non, j'ai sans doute oublié plein de choses, mais bon, si, alors, je reviens, si, il y a un truc important, c'est que dans les années 70-80, l'ardoise de Trélazé, si vous voulez, a été énormément concurrencée par l'ardoise d'Espagne. Alors en Espagne, on tape dans la butte, on charge les camions, on va à l'usine. Ils n'ont pas les puits à creuser. Il faut savoir que vous avez vu le coût, ça doit être un coût important de faire un puits. En plus, si vous voulez, tous les engins à la fin qui descendaient, les gros camions, là, tous les engins du fond, eh bien, ils les démontaient en haut, en pièces détachées, entièrement en pièces détachées, ils les descendaient dans la cage, et ils les remontaient en bas. Donc vous voyez le coût d'exploitation. Hein. L'ardoise d'Espagne, elle, avec une moins bonne qualité, et je ne suis pas chauvin, mais c'est l'ardoise de Trélazé qui est la plus belle au monde, au monde. Oui, au monde. Et l'Espagne, bon, ils n'étaient pas si belles. Il y avait de la pyrite aussi en plus dedans au départ, parce qu'en Espagne, ils ont plein de carrières. Et il y a des carrières qui sont des carrières de qualité. Par contre, au début, il y avait de la pyrite. Alors la pyrite, vous savez tout ce que c'est. C'est le minerai de fer. C'est le minerai de fer, si vous voulez, quand c'est brillant. C'est brillant, on croit que c'est de l'or. Les gens croyaient que c'était de l'or au départ. Et puis ils disaient, chouette, j'ai gagné au loto. Non, ça n'existait pas le loto. Quand c'est posé sur le toit, ça rouille. Et puis ça perce l'ardoise. Alors si elle est traversante, ça perce et puis ça tombe. Puis vous avez un toit qui est plus étanche. Voilà. Alors, il y en a ici, hein, il n'y a pas qu'en Espagne. C'est certainement de l'ardoise d'Espagne. Mais en plus, le schiste ardoisier de Trélazé, il est demandé aux personnes qui fendent. J'en avais une ici. J'espère que vous irez l'accueillir et l'applaudir au musée. Hein, elle est fendeuse. Ah oui, c'est vrai. C'est pas des blagues. Hein. Ah oui, oui. Je vais monter tout à l'heure, mais je vais être très prudent parce que... Oui, oui. Et elle va aller tantôt. Tu es tantôt? Ah, c'est Jean-Christophe. Bon, parce qu'elle fend aussi au musée. Chut. Bon. Bon. Alors, juste une petite parenthèse pour dire que l'ardoise d'Espagne se fend bien moins facilement que l'ardoise de Trélazé. Parce que l'ardoise de Trélazé a été pressée, très pressée. Et si vous voulez, elle se fend facilement beaucoup mieux. Et de meilleure qualité, je répète. Il n'y a plus, c'est que de l'Espagne, depuis belle lurette d'ailleurs. Puisque l'exploitation ardoisière a été arrêtée en 2014, donc il n'y a plus un gramme de schiste qui sort du fond du... Alors il y avait peut-être des gens qui ont fait des stocks, peut-être, je ne sais pas. Mais bon, les monuments historiques, c'est fini. Il y a des marchés qui ont été remportés par les Travzac. Ah oui. Le Mont Saint-Michel a été couvert par les bandes Travzac. D'accord. D'accord, oui, c'est vrai. Alors, merci. D'ailleurs, c'était une politique industrielle des ardoisières d'Angers à ce moment-là. Ouais. Ils préféraient le marché chinois et de vendre leur ardoise en Chine que de privilégier le marché français. Oui, peut-être ils ont fait des... Hein? Non, ils avaient des marchés, le Mont Saint-Michel, mais les ardoisières de Trélazé ont dit nous on a un marché, on ne peut pas vous fournir. Oui, alors, pour revenir, Traversac, hein, c'est le nom. Hein? Travzac. Travassac, oui, à chaque fois. Travassac, c'est une petite exploitation ardoisière qui est dans le Cantal, la Corrèze, dans la Corrèze. Et que vous pouvez visiter parce qu'ils font encore de l'ardoise, c'est assez... mais c'est curieux, hein, il y a des grands pans de schiste là qui sont faits. En fait, de l'ardoise, il y en a eu un peu partout dans le monde, l'Espagne, la France, le Pays de Galles, l'Allemagne, l'Italie, il y en a au Canada, et en Inde un peu, en Asie, hein, en Afrique du Sud un peu, aux États-Unis. Ils produisaient beaucoup d'ardoise à une époque. Hein. Voilà. On continue ? Hein, la Belgique, un petit peu, oui, ben, bien sûr. Ah, oui. Il faudra me faire penser que je m'en irai pas avec, hein, parce que j'arrive chez moi. Ils avaient une cabane en pierre et un tuvent des fois avant. C'est-à-dire ils s'abritaient derrière du vent surtout. Et puis plus tard avec des cabanes en pierre qu'ils faisaient. D'ailleurs si vous allez au musée vous verrez. Hein.
Alors je ne vais pas concurrencer le musée, hein. Je veux simplement schématiser comment on faisait des ardoises. En fait, le fendeur, il recevait des blocs à peu près comme ça, hein, devant sa cabane. Pouf, il déversait et il ne choisissait pas le bloc, hein. C'était le chef qui disait « Toi, hier, tu as eu un bon bloc, tu vas prendre celui-là, après, etc. » Il déversait ça devant les cabanes. Et le fendeur, il fallait qu'il débite. Il ne pouvait pas laisser les blocs s'accumuler devant sa cabane, sinon il n'aurait pas de place. Donc, bon ou mauvais, il fallait qu'il taille le bloc. Alors, quand il était mauvais, ben, il taillait comme il pouvait, mais quand il faisait de l'ardoise, d'un bloc comme ça, il fallait qu'il fasse une ardoise. Voilà ce que c'est qu'une ardoise. Je pense que voilà une ardoise de 3 mm, une ardoise de 9 mm. C'est pour ça que c'est lourd, hein. Et en fait, comment il faisait? Eh bien, écoutez, là, il prenait un coin, ici, il faisait des plaques, un peu comme ça. Il prenait un coin qu'il plaçait ici, dans le sens, parce que vous voyez le sens de l'ardoise, avec un pic, il tape dessus, et le bloc d'ardoise va s'ouvrir en deux. Ensuite, si vous voulez, il va reprendre le bloc dans l'autre sens. Alors là, pareil, il va faire, avec une scie, il va faire un V, et puis avec un bloc, il va refaire des blocs plus petits, ce qu'on appelle des repartons. Alors, des répartons, mais avant c'est des... Comment des carnons. Voilà, avant c'est le carnon. Après, le plus petit c'est le réparton, si vous voulez. C'est à peu près la taille d'une ardoise. Une ardoise, ça fait 32-22 ou 35-25, les courantes, parce qu'il y avait 25 modèles. 25 modèles. Et en fait, quand il obtenait un kernon, qui n'était pas tout à fait une ardoise, mais à peu près de cette dimension, il mettait le kernon entre ses... pas le kernon, le réparton, pardon, entre ses blocs. Il avait un ciseau, il y a 4 ciseaux de fendeur. Alors le douget, la poignée, le cobra, et puis l'autre, je ne me souviens plus. Hein? Le passe-partout, voilà. Mais tout ça, vous le saurez mieux que moi au musée. Et après, il faisait comme ça. En fait, de son bloc qui faisait à peu près une dizaine d'ardoises, il enfile ça comme ça. À la main, il écarte et ainsi de suite. Et il fait ses ardoises comme ça à la main. Et pour le ramener à cette dimension-là, en fait, il va utiliser une machine qu'on appelle un... Ça y est, j'y allais. Une tourne... comment on l'appelle déjà? Une machine à arrondir. Une machine à arrondir. En fait, une machine à arrondir, quand on fait... Pourquoi arrondir? Parce qu'on va placer l'ardoise dans une machine qui coupe. On la fait tourner de façon à obtenir un carré. Voilà, alors, vous voyez l'épaisseur. Et les fendeurs, ils faisaient... Vous voyez, 3 mm, 9. Ils faisaient des ardoises entre 3 et 9. Vous voyez la différence? Bon. Et ils étaient payés à l'ardoise, Alors, ils achetaient le bloc. Enfin, il était débité de leur salaire, le bloc, en fait. Ils vendaient l'ardoise, plus ils en faisaient. Alors, les fendeurs, ils faisaient 500 à 800 ardoises par jour, comme ça. Vous vous rendez compte, toute la journée. Ils faisaient des paris, des fois, ils en faisaient 1000 dans leur journée. Hein? Dans un bloc comme ça, alors bon, tu vois, ce bloc-là, il devait avoir des défauts pour faire du schiste, de la belle ardoise de couverture. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas exploité. C'est dommage, hein, il y a de la perte. On continue. Bon, il a été essayé d'être reconstitué avec des pierres qui ont été posées, et des pierres en plus sans joint, hein, apparemment. Hein. Ça a été posé. Faut être doué pour faire ça. C'est posé à la chaux, d'accord. Et alors, si vous voulez, la descendrie, les ardoisières, alors... Aide-moi Manu, c'est 2010. La descendrie? Oui, elle a été mise en place en 2001. 2001. Et malheureusement fermée en 2009. Voilà. Alors au lieu de faire des puits qui descendent en grande profondeur, les ardoisières ont dit on va utiliser un mode d'exploitation qui s'appelle une descendrie, comme ils l'ont fait à la Pouèze. Ils avaient fait une première expérience à la Pouèze, je ne sais pas si vous saviez. En fait, on va descendre en pente douce, comme ça, sur un dénivelé de 200 à 300 mètres. 300, 400, j'ai plus trop exactement le chiffre. Et si vous voulez, on va aller chercher le schiste, les blocs de schiste avec des gros camions. On va aller dans les chambres d'extraction, on charge les camions, on remonte, et l'usine était juste à côté là. En fait, donc gain de temps. Alors déjà, au lieu de faire un puits, ça coûte moins cher. Ben, ça coûte quand même cher hein, de faire une descendrie, mais ça permet quand même d'exploiter rapidement, sans ascenseur, sans tout ça.
Et puis on a l'usine à côté, c'était super pratique. Malheureusement... Hein? Non, en plus, déjà, ils pouvaient rentrer puisqu'ils avaient fait des tunnels qui étaient largement suffisants pour faire passer des gros véhicules. Malheureusement, bon, la qualité du schiste n'était pas bonne et ils ont été obligés d'arrêter ce système d'exploitation qui a fonctionné de 2001 jusqu'à 2009. Quand même 9 ans. Alors, si vous voulez, je vais vous montrer un document technique qui explique, où on voit effectivement la descendrie. Voilà, c'est un vrai document. Voilà, ici, alors, il faut vous approcher parce que c'est un peu petit. Vous voyez, c'est tout ce qui est orange là. Ça, c'est vu de côté, ça, c'est vu du dessus. Alors, donc, ça s'arrête là. Vous voyez, on partait ici de la Gravelle, le puits, la carrière de la Gravelle. On descendait, on passait dans un puits bouteille même, à travers. Là, ici, on passe sous la paperie. Je crois qu'il y a la paperie par là, je ne sais plus trop. Et vous voyez, on fait des lacets et on descend aux chambres d'exploitation. Je crois que ça fait 3 km de longueur, les lacets là. Et là, ça doit faire 300 ou 400 mètres de profondeur. C'est un peu comme les routes de montagne. Pareil, mais vous vous rendez compte sous terre. Hein. Pour permettre d'avoir une pente relativement constante. Ouais. Et vous voyez, si on voit du dessus, vu du dessus, vous voyez, on voit bien comment c'est. Ça, c'est vu du dessus. Là, on voit mieux de côté, vu de côté, mais vu du dessus, on voit bien le circuit. Voilà. C'était une bonne idée parce qu'en plus, l'usine était à côté, c'était extra. Parce que quand ils exploitaient au puits 7 Monthibert, il fallait que les camions des transporteurs aillent chercher les blocs et les emmènent à l'usine. Vous vous rendez compte le travail que ça faisait? Donc c'était quand même relativement un travail important. Et là, les gars du fond, ils n'avaient pas la schistose, mais la dieselose. Oui, peut-être, oui. Alors ça a été exploité. Alors effectivement, intéressant d'en parler. Aux Ardoisières, hein, il y a eu beaucoup de maladies des poumons, en fait, liées à la poussière d'ardoise. Parce que, si vous voulez, les gens qui travaillaient soit au fond, soit même en surface, respiraient la poussière d'ardoise et ils attrapaient ce qu'on appelle la schistose, comme la silicose dans les mines de charbon. Juste, petite précision qui me vient, il n'y avait pas de risque de gaz, d'explosion ici. Non, ça n'existait pas ici, de coups de grisou. Ça n'existait pas, c'est juste dans les mines de charbon. Vous avez des questions? On continue? Juste après, tout à l'heure, la dernière petite étape, et puis on rentrera. Étape. Simplement, en juin 1856, la levée de la Loire s'est rompue à côté de Saumur et a inondé une partie de la vallée de la Loire jusqu'à très loin, peut-être jusqu'à Nantes, je ne sais pas. Et en passant sur Trélazé, eh bien, ça a inondé à la fois le bourg et à la fois les carrières qui se trouvent de l'autre côté. C'est-à-dire les petits carreaux, enfin toutes celles qui sont là-bas. En fait, si vous allez à Trélazé, vous avez à côté de l'église une plaque qui vous marque le niveau des inondations de juin 1856. Et à l'époque, c'était... Alors, quand ça a inondé les carrières, voilà ce que ça a donné. C'est une gravure. Hein. Voilà. Et ça, c'est les petits carreaux qui ont été inondés. Vous voyez ce que ça donnait? Alors, si vous voulez, les ouvriers n'avaient plus de travail. Et en juin 1856, c'était Napoléon III qui était donc à la tête de la France et qui est donc venu sur Trélazé. Et il est venu constater les dégâts. Alors un peu pour faire oublier la Marianne qui a eu lieu 2 ou 3 ans avant, je ne sais plus trop, parce que la Marianne c'était un mouvement révolutionnaire, les ouvriers se sont révoltés, ont voulu renverser l'administration de l'époque. Malheureusement, ils se sont fait arrêter à rue Bressigny ou à Angers. Les meneurs ont été envoyés à Cayenne, voilà. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y en a un qui s'est sauvé, il s'appelait Attibert. Il est parti par l'Angleterre, il est revenu en France, il est revenu à Trélazé, et puis, quelques temps après, il s'est fait écraser par une charrette. Le pauvre. Voilà. Ah, oui. Donc, si vous voulez, pourquoi je vous parle de ça? Parce que les Ardoisières ont réessayé de faire une carrière à ciel ouvert qui s'appelle la carrière Napoléon, qui se trouve derrière l'aréna, et qui aujourd'hui est un magnifique étang, plan d'eau, si vous voulez, qui est superbe. Et alors les Ardoisières ont essayé d'exploiter ça dans les années 90. Et comme si vous voulez, la pierre n'était pas bonne, ils ont été obligés d'arrêter.
Alors j'ai juste une ou deux photos de l'époque qu'il faudrait que j'agrandisse pour vous montrer. Alors vous voyez où elle se situe là, et depuis, Napoléon III a fait construire une petite levée qui s'appelle la levée Napoléon, sur laquelle on peut aller se balader et qui permet justement, voilà, non c'est pas ça.